Voilà, c'est allumé. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux présents ce soir pour assister donc à ce prochain débat qui est peut-être, je crois, le dernier de la journée concernant l'intelligence artificielle et les relations tumultueuses que cette technologie peut avoir sur la créativité. La question, la dialectique est dans toutes les têtes. Est-ce que cet outil arrive à favoriser justement la créativité? Est-ce que cet outil peut menacer la créativité et remplacer certains métiers, certaines fonctions? Nous verrons ça ensemble pour essayer d'identifier la réponse qui semble a priori être multiple, ambivalente, et puis on essaiera de sortir du manichéisme et des fantasmes qui collent beaucoup avec la question de l'intelligence artificielle qu'on va tenter de définir, car si nous nous approchons de l'hiver à grands pas, et le temps de ce soir l'a prouvé, l'intelligence artificielle générative, elle, est sortie de son hiver. Comme vous avez pu l'entendre et le voir dans les médias, on ne parle d'elle à tout instant, des débats s'organisent, des émissions de télévision, il y a un fort traitement médiatique autour de ces questions-là. Je parle bien de l'intelligence artificielle générative, qui sera celle de notre débat du soir, avec nos invités que je vais bien sûr m'empresser de vous présenter. Et puis comme c'est la cité de la réussite, les questions vont être posées en grande partie par les étudiants qui sont face à moi, panélistes, qui ont travaillé d'arrache-pied pour poser les questions les plus pertinentes, et puis que vous pouvez peut-être tout de suite applaudir, pourquoi pas. Alors, nos invités du soir représentent chacun et chacune des champs de compétences différents. Donc, tout l'objectif justement de ce débat sera de croiser les regards. On pourra donc compter sur les questions des étudiants, je l'ai dit, puis sur les vôtres aussi, puisque le but du jeu de ces rencontres, c'est qu'on essaie d'être le plus possible dans l'interactivité, de faire une sorte de table ronde, même si quelque part le dispositif mobilier ne le montre pas. Il faudra jouer, d'une certaine manière, être un peu contre-intuitif. Être un peu contre-intuitif, c'est un peu être contre le fonctionnement aussi de l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Alors je vous présente tout de suite Natacha Valla, qui est économiste, doyenne de l'école de management et à l'innovation de Sciences Po. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons Basile Hader, qui est avocat associé au cabinet Auguste Debouzy, Bruno Patino, qui est président d'Arte et un président aussi des États généraux de l'information qui ont été remis il y a peu de temps. Nous avons David Benguigui, qui est directeur de la communication et du marketing 360 de Ionis Éducation Group, et Quentin Auger, qui est directeur de l'innovation chez Dada Animation. Donc vous le voyez, de multiples champs. Et peut-être pour mieux comprendre finalement le lien que nos intervenants peuvent avoir avec l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs réflexions, je vais peut-être commencer par un premier tour de table rapide pour que chacun nous dise quelle est la vision, on va dire assez générale, en peu de temps bien sûr, de son rapport à l'IA. On va peut-être tout simplement commencer par la personne qui est à côté de moi, Basile. Eh bien, merci. Alors, donc moi, comme vous l'avez dit, je suis avocat en droit des médias, en droit d'auteur. Et donc évidemment que l'IA emporte des grands bouleversements sur la question des droits d'auteur, de la création qui fait naître et qui génère des droits d'auteur, et ce faisant qui permet une protection de ceux-ci. Et donc c'est nécessairement une question qui va bouleverser. Elle bouleverse également un deuxième titre. J'ai été vice-bâtonnier du barreau de Paris, donc j'ai présidé il y a quelques années au destiné de ce grand barreau de plus de 30 000 personnes. Et il est évident que l'IA va remplacer beaucoup de gens, beaucoup de tâches que font encore des avocats. Et donc pour nous, c'est plus une préoccupation de survie, mais je crois que c'est aussi celle des créateurs. On est un peu dans la même problématique. Donc 2 raisons de venir confronter mes points de vue avec mes voisins. Merci beaucoup. Question de survie, hein, je note. Hein. Les mots sont forts. Natacha.
Merci. Donc, moi, je suis économiste et doyenne de l'école du management et de l'impact, comme vous le rappeliez. Et dans cette école, à Sciences Po, on a à peu près 1200, 1300 étudiants. Et parmi ces étudiants, il y en a une grosse moitié, une moitié, qui s'occupe d'industrie culturelle et créative et de tous ces métiers. Donc ce sont des métiers qui nous concernent très directement pour des raisons de débouchés, pour des raisons d'évolution de métier. D'ailleurs, je salue la directrice du master en question qui est dans la salle et que je remercie d'être là. Des enjeux évidemment pédagogiques. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux étudiants? On interdit, on autorise? Quel type de cheminement on se crée par rapport à cet outil pour l'étudiant, pour l'enseignant et pour le cadre général? Et puis la deuxième raison pour laquelle l'IA me concerne, c'est en tant que présidente du Conseil national de productivité de notre pays, où on regarde les évolutions, la performance de productivité qui est la nôtre, mais aussi la compétitivité qui est la nôtre. Et on se rend compte, comme tout le monde, que l'IA est en train de devenir un facteur, et déjà, l'IA générative est déjà un facteur très fort et très fortement différenciant dans les taux de croissance de la productivité. Donc on essaye, un peu comme tout le monde, j'allais dire, mais d'en évaluer l'impact à court terme, moyen terme et long terme. C'est pas toujours facile, mais voilà. Merci beaucoup. Et je crois d'ailleurs qu'il y a eu des rapports qui ont été publiés il y a peu de temps concernant l'impact de l'IA sur notre secteur économique entre enthousiasme d'un côté et précaution de l'autre. David Benguigui. Oui, bonsoir. Petite précision, donc je suis à l'ISACOM maintenant, qui fait partie toujours du groupe Ionis, donc c'était à peu près bon. L'ISACOM, c'est une école de communication, donc il y a trois enjeux pour moi, un peu ceux qui ont été relevés par Natacha. Le premier, c'est les modalités d'évaluation et l'apprentissage également. Et en tant que communicant, effectivement, on a des questionnements autour d'IA, de l'usage qu'on peut en faire ou pas. Voilà, c'est au choix. Voilà, dans les grandes lignes. Merci beaucoup. Bruno Patino. Merci. Disons que chez Arte, on est confronté, comme à peu près tout le monde, aux trois... Vous savez, la classification, il y a les instruments, il y a nos pensées et la création. Et dans ces trois domaines-là, l'IA pointe son nez. C'est un instrument déjà de productivité ou qui est présent et qui va l'être de façon croissante dans de nombreux domaines, j'allais dire presque en préparation de ce qui va être produit, dans la production même et dans la diffusion et distribution de ce qui sera produit. Mais c'est aussi un champ de création absolument inédit. Et quand je dis de création, c'est pas forcément au-delà de la créativité, c'est-à-dire qu'il y a un champ nouveau, assez étrange, assez inédit, qui s'ouvre grâce aux techniques d'IA. Et enfin, d'une façon ou d'une autre, ça interagit avec nos pensées, et en particulier avec nos pensées quand il s'agit de choisir un programme ou de voir un programme recommandé par quelque chose. Et donc on est à ces trois confins-là, on est assez optimiste en ce qui concerne les outils de productivité, assez fasciné par l'enjeu de nouvelles créations et assez intrigué et peut-être un peu pusillanime en ce qui concerne les interactions avec nos propres pensées. Mais dans ces trois domaines-là, on va, et je pense qu'on ouvre là une nouvelle ère, en tout cas pour les petites activités qui sont celles des médias. On pense à une ère, d'une certaine façon, d'imbrication, à la fois imbrication homme-machine. Je ne fais pas du tout de transhumanisme là, hein, c'est-à-dire que dans les fonctionnalités, dans l'outil, nouvelle imbrication homme-machine dans l'outil, mais une imbrication aussi beaucoup plus fascinante quand il s'agit d'art et beaucoup plus inquiétante quand il s'agit d'information entre la réalité et la fiction. Et voilà en quoi joue l'IA pour nous. Merci beaucoup. Effectivement, on peut vous entendre dans vos mots, Bruno Patino, parler de délégation algorithmique. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu ici lorsqu'on cherche à regarder un contenu sur des plateformes comme Netflix, par exemple, et qu'une heure et demie après, on n'a toujours pas trouvé ce qui nous correspondait. C'est tout l'inverse de cette table ronde où vous avez normalement accès directement aux informations. Et à la prochaine présentation de Quentin. Ouais, Bruno, transition, tranquille. Quentin Auger. Il y a un modérateur, il est toujours là, même s'il est loin. Bonsoir, merci de nous inviter à discuter de tout ça avec des profils aussi différents, des angles de vue différents. Je pense que c'est très nécessaire. Alors, moi, je suis un petit peu le saltimbanque du panel.
Je suis responsable, cofondateur, responsable d'une entreprise. Je suis même le directeur de l'innovation, donc je fais beaucoup de veille technique. Dans ce cadre-là, je la fais beaucoup open source, comme on dit. Je fais de l'open innovation. Je partage ce que je trouve sur les réseaux parce qu'on est en France, on a une particularité d'être dans les ICC, les industries de la culturelle et créative, surtout dans l'audiovisuel, beaucoup avec une structure d'intermittence et de gens qui circulent d'entreprises à d'autres. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, je sors d'une semaine entière de conférences et de tables rondes de nos métiers, alors vraiment entre eux-mêmes, avec les institutions et les écoles à Angoulême. C'est un rendez-vous qui est très important pour l'animation, le jeu vidéo, dans lequel l'IA a eu énormément d'importance. Et pour ce qui est de mon implication au quotidien dans l'IA, en fait, en tant qu'à la fois, j'ai 2 casquettes, on va dire, dans ce milieu-là, directeur de l'innovation d'une part, et puis un des animateurs et une voix d'un collectif qui s'est créé l'année dernière d'ailleurs dans ce genre d'événement que je viens de décrire, qui essaye de maîtriser un petit peu ces vagues énormes qui arrivent et qui arrivent en plus chaque semaine avec des nouveautés, qui fait que c'est très compliqué à suivre, très compliqué de s'adapter pour les entreprises, même si elles sont créatives et qu'elles sont habituées à être agiles, et encore plus compliqué pour les écoles qui forment, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a des très 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 bonnes écoles mondialement reconnues dans l'animation, le jeu vidéo et les effets spéciaux. Elles sont dans ces cadres-là, toujours dans le top 2 ou 3 mondial dans ces industries-là. Et ces écoles-là, elles forment des Bac plus 5, en fait. Elles forment la plupart des formations en animation. C'est quasiment une formation d'ingénieur, parce que les outils à maîtriser sont très complexes. Et en plus, il faut les maîtriser dans le cadre d'art appliqué. Donc, il faut connaître toute l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma, la narration, etc. Et il y a beaucoup de technologies. Et quand une technologie comme ça arrive, alors c'est en fait très excitant pour des créateurs. Ça peut paraître peut-être contre-intuitif quand on n'est pas dans le monde des arts appliqués, mais tout nouvel outil est extrêmement excitant. Bruno Patino en parlait juste à l'instant. Par contre, alors cette nouvelle vague, moi-même je suis né et j'ai surfé sur la vague de ce qu'on appelait à l'époque l'image de synthèse il y a 25 ans, maintenant la 3D, qui bouleversait beaucoup de choses, qui a rencontré beaucoup de résistance en face, avec d'autres arts qu'on appelait plus traditionnels. Et l'IA arrive qui rejoue le même jeu, mais en fait, cette vague-là, elle a une particularité, c'est d'arriver avec de gros problèmes éthiques, des gros problèmes donc, juridiques associés. Elle bouleverse aussi le modèle d'affaires des droits d'auteur de manière assez agressive, on va dire, dans la manière dont elle a été constituée déjà, et puis en sortie. Donc elle pose plein de questions là-dessus, et en plus ça arrive dans un moment, et d'ailleurs la semaine qu'on vient de passer traduisait ça aussi, un moment qui est de crise. Alors il y a des crises mondiales un petit peu partout, mais alors dans le monde de l'audiovisuel, et entre autres de l'animation, cinéma, effets spéciaux, il y a une crise assez catastrophique qui se profile, avec des milliers d'emplois en ce moment qui sont près de disparaître, même s'il n'y avait pas l'IA. Donc l'IA arrive là-dessus. Effectivement, on voit que le secteur est légèrement en crise, celui de l'industrie vidéoludique. Vous avez abordé justement les différentes problématiques qu'on va pouvoir traiter en profondeur, notamment la question juridique et des droits d'auteur, qui est centrale, surtout lorsqu'on s'intéresse à la créativité. Donc moi, je suis François Saltiel, je suis producteur à France Culture. Je produis beaucoup de contenu autour des enjeux du numérique. Je vous invite bien sûr à aller les podcaster. Ici, je ne fais pas de la délégation, mais de la recommandation. Par contre, je vais déléguer tout de suite au panel d'étudiants la première question qui va être adressée à nos invités, maintenant qu'on a mieux cerné les différents champs et spécificités qui vont pouvoir croiser leur regard autour de cette grande question. Qui veut commencer ? Vous n'avez pas de micro ? Bah bien sûr, c'est normal. Eh bien, il est là, le micro qui va pouvoir amplifier votre voix pour donner la parole à la jeunesse. On vous écoute. Oui, bonjour. Corentin David, donc étudiant en droit des affaires et en école de commerce. Pour essayer de commencer le débat en définissant un peu les termes, l'IA, vous la considérez aujourd'hui comme un outil d'extension de la créativité humaine ou comme un créateur à part entière ? Alors, extension ou créateur à part entière, qui veut tout de suite s'exprimer ? Peut-être juste... Je peux prendre. David, bien sûr. Commencer. Après, l'idée, c'est qu'on interagisse, hein, c'est pas de soliloquer. Je vois plus l'IA comme un amplificateur, hein, comme un exhausteur, hein, un petit peu. L'IA, elle a besoin d'être guidée. L'IA toute seule, elle n'est pas créative. C'est pas un démiurge. On n'en est pas encore arrivé à une IA autonome comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où elle devient même pieuse. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. C'est pas un démiurge. Donc, on a besoin effectivement de l'intelligence humaine,
de l'incidence, de l'intention, de l'humour, de l'émotion, autant d'ingrédients que l'IA n'est pas capable de générer pour l'instant. Donc effectivement, c'est plus de la créativité augmentée que de la créativité ex nihilo, oui. Enfin, c'est mon avis en tout cas, je ne sais pas si vous le partagez, mais... On va peut-être donner la parole à Basile Adair tout de suite, parce que justement, vous avez quand même évoqué la question de la survie à un moment donné, pour compléter justement cette question de créativité en tant que telle, d'agent autonome ou non, ou de direction qu'il pourrait prendre, par rapport à une sorte d'auxiliaire pour l'agent humain, si je puis dire. Écoutez, moi, je ne saurais pas mieux dire que ce qu'un créateur lui-même dit, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est un outil multiplié, puisqu'on peut aller avec un logiciel créer, si j'ai bien vu tout ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui, et ça ne va cesser de progresser, créer des contenus, des images, transporter les gens à droite et de gauche, à partir d'un simple logiciel. Moi, ma préoccupation de juriste, c'est de savoir si celui qui va donc être sur la machine, et évidemment c'est lui qui donne le go, et donc qui est le créateur, si je mets des guillemets autour de créateur, fait ce qui est fondamental en droit d'auteur. Est-ce qu'il y a l'empreinte de sa personnalité? Est-ce qu'il y a une création originale parce qu'il sait bien manier les logiciels qu'on lui propose? Je n'en suis pas certain. Et ce faisant, il n'aura pas de droit. Et donc, on risque d'avoir une création qui finalement dénuée de droit, sauf à aller retrouver les droits des œuvres préexistantes que l'IA est allée rechercher pour, en quelque sorte, les reproduire. Et alors là, ça supposera qu'on puisse identifier quelles sont ces œuvres originales et attribuer à leurs auteurs le véritable droit d'auteur. Je pense que je suis un petit peu à côté de la question que vous posez. Non, mais c'est une question très intéressante. Mais c'est vrai qu'elle rejoint fondamentalement la question de savoir si c'est créatif ou non, puisque précisément le droit protège et donne des droits à celui qui est créateur de quelque chose d'original au sens du droit d'auteur, c'est-à-dire qui a l'empreinte de sa personnalité. Je termine juste parce que j'ai essayé de réfléchir par analogie. Pendant longtemps, les créateurs ont été le peintre, l'écrivain, le sculpteur, et la technique était venue maintenant depuis presque 2 siècles, proposer de nouveaux créateurs, et en particulier le photographe. Le photographe, c'est simplement souvent celui qui a acheté le meilleur appareil qui va faire la plus belle photo. Et il suffira qu'on lui ait bien expliqué comment on fait les réglages, encore qu'il soit... Il y a le regard de l'artiste quand même. Et il appuie sur le bouton au bon moment. Est-ce qu'il est créateur? On se trouve créateur des gens qui, fondamentalement, n'étaient sans doute pas à l'origine, si vous voulez. Et le droit d'auteur l'aurait reconnu. Les photographes, aujourd'hui, les photographies se voient reconnaître le plus souvent une forme d'originalité, même les plus banales. Toutes les photographies de presse aujourd'hui sont protégées par le droit d'auteur. Et donc on a reconnu, grâce à la technique, la reconnaissance de ce qu'il y avait un créateur parce qu'il utilisait bien cette technique. Évidemment, il faisait le choix de l'angle, etc., du moment où il appuie. Mais le plus souvent, ce n'est pas une énorme réflexion ni une énorme imagination. Les photographes qui sont peut-être dans la salle apprécieront. Juste parce que justement, là, il y a déjà un point de débat. Je vais tout de suite passer la parole à Bruno Patino. Je fais juste mon rôle de vulgarisateur pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Ce qu'on entend par l'IA générative, pour savoir quel est le geste, c'est ce qu'on appelle un prompt. J'imagine que vous êtes à l'aise avec ça, mais pour le rappeler en 2 secondes, vous avez donc une commande qui passe par le texte. Vous écrivez, je ne sais pas, 3-4 mots comme dans un moteur de recherche Google. Ça va vous générer une image. Ensuite, à partir de cette image, assez instantanément, vous pouvez la retravailler pendant des heures, 10 heures, 100 heures, 10 jours, 3 semaines, 4 mois. Il y a des créateurs qui travaillent plusieurs mois justement en interaction constante avec cet outil-là pour sortir une image dont il se réclame justement auteur. Après, pour que cette image elle puisse être générée, elle a pioché dans des dizaines, centaines, milliers de références qui, eux, sont normalement assujettis au droit d'auteur. Et ça, c'est toute la question que vous avez posée. Est-ce qu'il y a une capacité, une modalité pour qu'on puisse retracer le chaînon finalement des contenus qui ont été utilisés pour générer cette image? On appelle ça la régurgitation, j'ai vu. Exactement. C'est magnifique. Et qui est un très très beau terme, et bon appétit à tous. Mais avant Bruno, parce que là on avait justement, je pense, un petit point de débat. Oui, un petit point de débat qui ne sera pas juridique, parce que d'un point de vue juridique, je suis assez d'accord, mais et je ne reviendrai pas sur la photographie, parce que
que l'instant décisif d'Henri Cartier-Bresson, ce soit seulement le fait de bien utiliser un bon appareil photo. Vous conviendrez que c'est un peu... Mais justement, si on reprend ça, et je pense que ce que vient de dire François Satiel est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Quentin Auger sans doute dira la même chose, ça prend beaucoup de temps de travailler avec l'IA. C'est-à-dire le fait de dire il y a une illusion dans la création, il y a une illusion qui serait de dire l'IA c'est simple, je fais un prompt, j'appuie sur un bouton et j'ai une chanson qui ressemble à une chanson des Beatles et c'est fait. Aujourd'hui, ceux qui... Et donc à la question de l'étudiant, est-ce que c'est une extension, est-ce que c'est une création ou est-ce que c'est une créature? Enfin, en tout cas, c'est pas une créature. C'est pas une création autonome, mais quand même, aujourd'hui, pour créer avec l'IA, parce que l'IA peut faire deux choses. Elle peut reproduire, ou plus exactement, arriver à un mimétisme simple. Ça, c'est un prompt simple. Et effectivement, on peut se dire que si moi je fais un prompt en me disant écris-moi un poème à la façon de Rimbaud, il va me régurgiter un truc. Et là, c'est quelque chose, on peut dire, du mimétisme ou de la caricature. Ce que Nick Cave, d'ailleurs, quand on lui a envoyé des chansons qui étaient faites à base de prompt, a dit ça, c'est une caricature. It's a mockery. D'accord, mais vous avez des créateurs aujourd'hui, et c'est là où l'ambiguïté est là, parce que les deux utilisent le même, si j'ose dire, instrument. Vous avez des créateurs qui passent des heures et des heures pour créer à partir de l'IA. Donc à peu près la même chose que moi je prends un pinceau et je fais un dessin qui ne vaut rien. Bon, je serai auteur juridiquement et vous avez un peintre qui va passer des mois et des mois à créer quelque chose. Et là, dans le domaine de la photo, dans le domaine des courts-métrages, il y avait récemment le prix chez MK2 des courts-métrages à base d'IA. Moi, je faisais partie des membres du jury. Et là, on voit une vraie créativité et création, non pas l'IA elle-même, mais l'utilisation artistique de l'outil de l'IA, ça peut se faire. Et donc j'imagine, moi je ne suis pas juriste et Basile Adair sait très bien que je suis incompétent en termes de droit, mais j'imagine très bien la difficulté juridique de faire la différence entre l'un et l'autre, alors que les deux ont utilisé le même outil. Dans un cas, on a juste une utilisation, j'allais dire, automatique d'un outil, et de l'autre, vous avez quelqu'un qui a effectivement, ou plusieurs personnes, qui passent 8 heures, 9 heures à faire un scénario à base d'IA, 8 heures ou 9 heures à générer des images. Moi, je raconte souvent, je dialogue beaucoup avec un cinéaste qui s'appelle Nicolas Sada, qui fait des photos à base d'IA, mais le Midjourney ou autre qu'il utilise, il les utilise des semaines et des semaines pour donner quelque chose de tout à fait particulier, justement. Et là, j'ai aucun doute qu'on est face à une création artistique. Juridiquement, j'en sais rien. Artistiquement, j'en ai pas de doute. Peut-être une petite précision par rapport à l'usage de l'IA. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de mythes autour du numérique. On en sait quelque chose et je pense que ce que vient de dire Bruno Patino est intéressant à rappeler. Il n'y a pas de magie. Donc, en fait, c'est la question de l'intention aussi. Un artiste qui a une intention, qui va cultiver son intentionnalité d'arriver à un résultat, il va justement passer des heures et des heures, comme je l'ai dit, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Moi, j'ai interviewé des artistes qui, dans leur rapport de création avec la machine, est le même qu'avec un pinceau et une toile. C'est un dialogue. Maintenant, ce qu'on entend beaucoup avec l'IA, c'est plutôt un fonctionnement parfois qui est juste performatif, fonctionnel, où on va très rapidement essayer de dupliquer quelque chose de simple. Donc je pense qu'il faut essayer aussi de faire la distinction entre une intention artistique avec un artiste d'aujourd'hui qui va s'emparer des outils qui sont ceux de 2024 en essayant de créer quelque chose d'original en y apportant son regard. Parce que même si l'artiste utilise des bons outils, ce qui compte, c'est quand même le regard. Je pense qu'on aurait tous ici le meilleur appareil photo du monde. On ne ferait pas tous la meilleure photo. Ce qui va nous différencier, c'est celui qui pourra prendre la photo avec le bon angle, au bon endroit, au bon moment. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde encore. Mais ou même le bon discours. Comment ? La même photo peut être une œuvre d'auteur ou pas, selon qu'elle est accompagnée d'un discours et d'un parcours d'humain à humain. Je lisais même de la part de juristes, d'ailleurs, je ne sais pas du tout juger si c'était pertinent de leur part, qu'en fait, il y avait peut-être une voie pour décider, parce que le droit arrive souvent après coup, quand la bataille est en cours, pour essayer de mettre un petit peu de justice, de justesse et de fairness, on dirait, dans les douleurs que des nouveaux processus génèrent. J'entendais des juristes dire en fait il pourrait être bon de redéfinir la création comme n'étant pas l'expression de la personnalité de quelqu'un, parce que c'est ce qu'il y a derrière le droit d'auteur, mais en fait le fait que ça soit un message, et certains par exemple analystes chez OpenAI ou chez Google, etc., qui travaillent sur la justice
et beaucoup de problématiques dans ces outils-là reviennent sur le fait que s'il y a une création qui compte, c'est que ça vient d'un humain et ça arrive à un autre humain, et quel que soit le média, et qu'en fait que ça soit un message. Et tout ça pour dire qu'en fait, et que c'est là qu'il devrait y avoir du droit d'auteur à analyser ou pas, et sortir les droits du copyright ou du droit d'auteur, mais que s'il n'y a pas d'humain au départ, s'il n'y a pas d'humain à l'arrivée, par exemple qu'une IA génère quelque chose quasiment automatiquement, il n'y a pas d'humain au départ, il peut y avoir à l'arrivée qui produit du sens à partir de ce qu'il regarde, comme on produit du sens en regardant un arbre. Et à l'inverse, quand il y a un humain qui génère quelque chose mais qu'il n'y a personne pour le regarder, il n'y a pas d'art non plus. Donc il ne devrait pas y avoir d'expression ou d'activation de droits d'auteur. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un au départ qui produit quelque chose, avec quel que soit l'outil, et quelqu'un à l'arrivée qui le regarde, là il y a un message, il y a un travail d'humain à humain, et c'est là qu'on devrait activer des problématiques de droits d'auteur. Le droit, le juriste se sent bien incapable de dire ça c'est de l'art, ça c'est plus de l'art. Et parce qu'il sera très, très compliqué d'établir une frontière. Effectivement, si Bruno Patino fait un dessin sur son papier en face de lui, ça sera un dessin sans doute peu artistique. Quoi. Je ne sais pas, Bruno, peut-être que vous avez des talents, mais il sera... C'est un excellent photographe. Et il procédera de l'empreinte de sa personnalité. Donc, il sera protégé par le droit d'auteur. Il y a une formule jurisprudentielle. Le droit d'auteur protège les œuvres, quel que soit leur mérite ou leur destination. Et donc, je ne pense pas qu'il faudra tellement changer les règles de droit. C'est une technique formidable qui nous a apporté, mais ce ne reste qu'une technique. Et donc, je rejoins ce que vous venez de dire à l'instant. Dès lors qu'il y a un homme qui est au départ, qui a fait des choix subjectifs pour créer quelque chose, et qu'ensuite il se sert d'un outil où il va, selon, peu importe le nombre d'heures, hein, effectivement, parce qu'il passe plus d'heures, ça a plus de chances d'être beau et de plaire, et que c'est destiné à d'autres humains, bien sûr qu'on est dans un processus créatif, et ce faisant, le droit d'auteur viendra à s'appliquer, il n'y aura pas de difficulté. Ouais, je pense que voilà, pour terminer sur un point de conciliation auquel on va tous s'accorder, une personne qui est derrière une machine, qui se réclame comme artiste, qui passe du temps, qui a une intensité, un regard, peut être considéré comme artiste. Par contre, cela ne dit pas, cela n'empêche pas que pour concevoir son image, il a pu piocher dans de multiples œuvres d'autres artistes, sans forcément que ceux-ci soient, à l'heure actuelle, rémunérés pour le faire ou récompensés d'une manière ou d'une autre, parce qu'il nous manque encore, dans les outils tels qu'ils sont développés, du moins la possibilité de pouvoir retracer tout le chaînon des droits d'auteur, car souvent c'est un pixel emprunté ici, une légère intention par là. C'est comme si vous imaginez, je sais pas, un gâteau avec 2000 ingrédients et qu'il faudrait essayer de retrouver les 2000 ingrédients qui ont composé ce gâteau. Sauf qu'on peut penser que l'IA, précisément, nous donnera aussi les outils de faire cette remontée. Bien sûr, d'aller retrouver. Je pense que c'est déjà un petit peu le cas de l'identification. Et c'est grâce à ça que, est-ce que j'en parle tout de suite ou est-ce que je réponds à une question sur la possibilité laissée aux auteurs? C'est surtout des contenus écrits qui sont en cause aujourd'hui, beaucoup plus que les dessins, etc. De décider ou non s'ils sont d'accord pour que les IA génératives aillent chercher leur contenu pour les agréger dans leur réponse ou non. Je crois qu'on appelle ça le droit de opt-out. L'opt-out, j'y arrivais. L'opt-out. Et ça sera un choix qu'ils feront. Sans doute renonceront-ils à des rémunérations qui seront la contrepartie du fait qu'ils laisseront ça accessible à tous. Et donc, ce sera une espèce de licence qui générera des droits. Je ne sais pas s'ils seront très importants ou non. Mais la question de la traçabilité sera fondamentale. Elle est fondamentale s'agissant de la reconnaissance des droits, classiquement. Exactement. On remarquera que le droit de opt-out, il ne s'inscrit pas par défaut. Il faut donc que l'artiste de lui-même fasse valoir, dise attention, j'ai pas envie que vous preniez mon... C'est ça, on a inversé, c'est plus je viens vous demander votre autorisation pour reproduire partiellement, adapter, etc. votre œuvre. C'est si vous ne vous y êtes pas opposé, je considère que c'est accessible. Voilà, si vous vous opposez pas, je peux continuer à vous piller tranquillement. Ou pas. Deuxième question, peut-être des étudiants, peut-être adressée à Natacha. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Valentin Genet, je suis élève ingénieur à l'ENSEE Paris et j'ai une question pour vous, Natacha Valla, pour l'économiste que vous êtes. Comme vous le savez, les économistes ont une particularité, c'est adorer mesurer des choses et justement comment mesurer plus spécifiquement la créativité induite par l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Merci pour votre question. Je vous remercie aussi de la cadrer dans un champ qui me semble le champ de mes compétences. C'est déjà difficile sans l'IA, je vais dire.
on a subi des chocs assez forts sur la chaîne de valeur de la créativité, ou en tout cas des industries culturelles et créatives, notamment avec la plateformisation. Je pense que ces chocs-là, on est encore en train de les absorber. Pourquoi ? Parce que la mesure se fait par l'effet d'entonnoir qu'on a observé. Et si vous regardez, par exemple, les notes je vais jouer mon rôle d'économiste, hein, les notes des analystes financiers des grandes banques d'investissement américaines. Il y en a toujours une, quand elles font de l'analyse equity, qui regarde le secteur de la culture, le secteur du streaming, parce que c'est vraiment là que les revenus sont massifs. Et on se rend compte que, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces analyses, donc ces analyses économiques et financières, que cette chaîne de valeur, elle a été tordue, distordue, de plus en plus loin, finalement, en termes de répartition de la valeur, du degré zéro de la chaîne, qui est l'étape créative, l'étape du passage de l'état du rien à l'état du créé, et qu'ensuite, la complexité de cette chaîne et sa démultiplication de potentialités aussi fait qu'il y a des marges de plus en plus importantes qui sont captées par des acteurs qui n'étaient pas dans ce secteur auparavant, qui sont dans d'autres secteurs d'ailleurs par ailleurs. Et cette évolution-là permet, alors je dirais un message un peu optimiste, parce que ça permet quand même de projeter des perspectives de croissance du secteur de la créativité et de la création fortes, et en même temps, pas forcément avec un message positif pour le pauvre créateur qui, bien que protégé par des droits d'auteur, a beaucoup de mal, par le biais de ses syndicats, à faire dire que la plateforme doit cracher, ou alors que... Voilà. Donc on en est quand même là, et c'est dans cet état de vulnérabilité, quand même, en tout cas de vulnérabilisation de beaucoup de catégories artistiques en particulier, si je me recentre là-dessus, que l'IA intervient, avec toute l'ambiguïté qu'on a discutée jusqu'à maintenant, puisque c'est lui-même un élément démultiplicateur de potentiel créatif, pour peu qu'on s'en serve de façon raisonnée, et en tout cas de façon éthique, je ne sais pas, on y viendra peut-être dans le débat, mais aussi, voilà, potentiellement aussi, un élément en plus dans la chaîne pour capter la valeur. Alors, je vais vous donner quelques chiffres quand même, parce qu'on ne se refait pas en tant qu'économiste. Il est évalué aujourd'hui, on est quoi, 4 ans à peu près après vraiment l'ouverture de ChatGPT au monde, à tout un chacun. On considère qu'à peu près dans l'année 2025, il y aura 500 milliards de revenus générés par les infrastructures intangibles et tangibles de l'IA. Donc générés par l'économie. Donc c'est pas du potentiel, c'est vraiment des flux qui prendront la forme de dividendes ou revenus du capital ou revenus de la création et qui vont être diffusés dans l'économie. Comment cet élément-là va être attribué à la création elle-même. C'est très compliqué, on ne sait pas encore le dire. Mais en tout cas, la croissance a été quand même assez rapide, parce que pour passer de quelques centaines de millions à 500 milliards, c'est quand même beaucoup. Après, c'est peut-être le moment de dire ça aussi, sur la capacité à capter, alors le droit d'auteur aussi, mais à capter cette valeur. Effectivement, je pense qu'on a déjà des outils, alors qui ne sont pas exactement liés à l'IA, mais qui sont liés à la blockchain. On sait, et là je reviens un peu en arrière, ça nous semble déjà la préhistoire, mais quand vous vous souvenez, il y a 2 ans de ça, vous étiez quand même très jeune, encore plus jeune qu'aujourd'hui, mais quand même déjà conscient de ces effets, on parlait des NFT. Peut-être que vous en avez acheté d'ailleurs, je ne sais pas. Les petits eh bien, tant mieux. Et donc les NFT à l'époque, il y en a un qui s'appelait Beeple, qui a été vendu à Christie's, 70 millions de dollars, ça nous a tous émus, on s'est dit mince comment ça se fait, etc. Et à l'époque, on ne parlait pas d'IA, même si ça en était de façon cachée, mais ça permettait certains... Alors, est-ce que ce sont des créateurs ou pas? J'en sais rien, mais je vous donne un exemple, et vous allez pouvoir statuer. À Vienne, il y a un orchestre un peu sophistiqué qui a créé, je terminerai là-dessus, qui est Mozart Beat, artistiquement très, très compétent. Enfin, on peut faire confiance aux Autrichiens pour ça. Ils ont proposé à leur public plusieurs enregistrements. Alors, je crois que c'était des quatuors, c'est ça qui s'est le mieux vendu. Plusieurs enregistrements et plusieurs pistes d'enregistrement. Et l'acheteur, le consommateur de ces enregistrements-là, pouvait lui-même composer son enregistrement final avec ce qu'il préférait, de l'alto ou ce qu'il préférait du violoncelle. Et donc, in fine, là-dessus, on mettait un NFT, enfin, on en faisait un NFT, et c'était une
création. C'était quelque chose d'unique. Alors, les droits d'auteur, j'imagine que ça avait été réglé en amont, mais en tout cas, voilà. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on a une imbrication qui rend tangible. Alors, dans un monde qui est quand même où le partage de la valeur est très féroce et où la création et le créateur lui-même n'est pas forcément le mieux outillé, mais on a des outils justement qui s'imbriquent pour permettre de tangibiliser cette valeur-là. Merci. David Benguier. Par rapport à ça, justement, il y a un paradoxe parce que normalement le numérique permet de dupliquer à volonté, c'est-à-dire qu'on peut répéter à l'envi des procédés, n'importe quoi. Avec le numérique, on duplique. Et là, pour le coup, le numérique rend quelque chose d'unique. Donc avec un renversement, un peu un paradoxe qu'on a, puisque normalement c'est exactement l'inverse. Ça me semblait intéressant d'avoir ce... Effectivement, puisque le monde du numérique, c'est le monde du copier-coller, donc du pomme C, pomme V. Et la particularité du NFT, c'est que ça rendait justement cet objet singulier et unique avec un numéro d'authentification. Parce qu'un NFT, c'était un jeton, en fait, un token. Et ce qui était intéressant, c'est que vous pouviez tout à fait l'avoir, cette œuvre en elle-même, qu'il suffisait de faire copier-coller. Sauf que ce n'était pas le NFT en question. Ce NFT en question en était un, car il était authentifié comme étant la création d'un auteur. Donc ça a été justement une expérience assez intéressante. Et comme vous le disiez, la technologie blockchain qui sous-tend finalement tout le marché des NFT, les blockchains étant comme une sorte de grand registre de comptes, on va dire, numérisés, qui vont pouvoir arriver à recueillir une sorte de traçabilité, et donc devenant presque un tiers de confiance, ont permis à cette industrie pendant un temps de s'envoler jusqu'à aujourd'hui, décliner progressivement. Et je pense que c'est intéressant de se le dire, même si ça ne va pas être le cas de l'IA générative, mais dans le monde numérique, faisons toujours attention aux emballements. On se rappelle encore d'il y a 2 ans du métavers, aujourd'hui c'est plus rien. Les NFT, ce n'est plus grand-chose. Je ne dis pas du tout, c'est plus rien. Je sais que ça reviendra. Souvent, ces technologies reviennent, sont transformées. L'IA générative, je ne pense pas que ce soit le cas, car ça s'installe vraiment. On a des chiffres qui le prouvent. Mais attention tout de même aux phrases trop assertives, nous disant qu'il y aura un grand remplacement. Et à l'inverse, attention aussi aux phrases qui nous disent qu'il y aura 30% de plus d'emplois créés à ces technologies-là. Je pense qu'il faut être peut-être prudent, si je me permets de dire ça devant les données des économistes. Une autre question peut-être. Bonjour, Nicolas Eudes, étudiant à Epitech Paris en 5e année. J'aurais une question pour vous, Quentin. Donc, face à l'émergence de l'intelligence artificielle dans les métiers créatifs, observe-t-on une résistance des artistes graphistes et musiciens, ou plutôt une volonté de s'adapter et d'adapter leurs compétences pour travailler avec des nouvelles technologies? Merci pour cette question. Elle est évidente, on se la pose... J'imagine quand on est en dehors du champ des arts appliqués, comme je disais, parce que le cinéma c'est ça, la photo c'est ça, etc. La réponse c'est les deux, mon capitaine, grosso modo. Alors parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pour tout artiste. Alors il faut peut-être revenir même quand on est en dehors de ce champ, on se rend pas compte. Et je vais redire quelque chose que je vois quelqu'un dans la salle à qui j'ai eu cette discussion il y a quelques jours. L'art, au départ, pendant des centaines d'années, c'est de la pratique et du savoir-faire. D'ailleurs, le mot art est lié au mot arme, qui veut dire bras en anglais, articulation, etc. C'était au départ quelque chose de très descriptif sur le corps et la manipulation. Et c'est que très, très récemment dans l'histoire de l'art qu'on associe ça à des choses plus... qu'on dirait maintenant artistiques, c'est des choses plus philosophiques, éthérées, etc. En fait, c'est d'abord du savoir-faire, et les écoles d'art appliqué, finalement, font vraiment de l'art au sens premier du terme. Elles appliquent des savoir-faire, elles développent des savoir-faire, et vous pourrez vous dire, en fait, c'est le cas de tous les métiers. C'est vrai, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une grande école d'ingénieurs s'appelle l'école des arts et métiers. Ça vous a peut-être pas frappé, mais ça veut dire des écoles de savoir-faire et des métiers, et de leur organisation, en gros. Quand vous faites un état de l'art, vous faites un état des savoirs et des savoir-faire. Donc en fait, voilà, tout nouvel outil qui arrive chez des gens qui développent des savoir-faire, c'est super excitant. Et c'est pour ça qu'en fait, les problématiques qui arrivent là, elles sont s'il y a de la résistance, s'il y a de la peur ou de l'angoisse, c'est parce qu'il y a un contexte. C'est pour ça que je rappelais le contexte économique. Et il y a un contexte de flou juridique, de bousculement des modèles d'affaires, parce qu'on vit des droits d'auteur qu'on associe aux œuvres qu'on fait. Et là, c'est pas très clair si on a le droit, quand on utilise une IA générative, si on peut dire qu'on en est auteur. Donc ça bouscule notre modèle d'affaires à un moment où on aimerait un peu de certitude.
Et puis en plus, il y a un problème d'éthique qui fait on sait que parce qu'on l'a à peine dit, mais ces outils-là, les plus connus du moins, les Stable Diffusion, Condooney, Midjourney, Condooney, Leonardo, les ChatGPT, etc., sont entraînés sur des données qui, a priori, si on suit les procès qui sont associés à toutes ces entreprises-là, quasiment toutes les plus connues, sont des données qui ont été volées ou qui ont été acquises, qui ont été copiées au moment de les traiter, sans doute illégalement, c'est du moins les procès qui sont faits, donc ça va à l'encontre du copyright, c'est-à-dire dans le modèle anglo-saxon du droit de copier. Ils n'avaient peut-être pas le droit de le faire. Donc en fait, on est en train de travailler, quel que soit l'outil, même si on était sûr du droit en sortie, on est en train de travailler avec des outils qui sont éthiquement très discutables, et c'est gênant pour un milieu qui se veut plus éthique, se veut pour développer justement les savoirs, les sciences, etc. C'est très gênant. Donc il y a de la résistance quelquefois idéologique, il faut savoir. Il y a donc toujours de l'excitation quand il y a des nouveaux outils. Alors après, tout le monde vit pas les choses de la même manière. Il y a plein d'artistes qui, justement, ont développé des savoir-faire, on va dire, traditionnels en comparaison à ce qui arrive et qui ne veulent pas en bouger. Il y a par exemple des grandes entreprises qui se positionnent. Nintendo, par exemple, Epic, qui font Epic Games, qui fait du gros jeu vidéo. Nintendo, qui maintenant fait de l'animation. Ils ont dit, nous, il n'y aura pas d'IA générative derrière. Alors, c'est une position qui a des raisons éthiques. Parce qu'ils veulent défendre des modes, on va dire, traditionnels de création. Et puis parce qu'en fait, très honnêtement, ça marche très très mal. Quand on veut vraiment du contrôle à un niveau avec une exigence professionnelle, la plupart des IA, parce que d'ailleurs le prompt dont tu parlais, c'est un des modes de manipulation des IA génératives. Mais en fait, c'est un des pires modes possibles quand on fait de l'image. Quand on fait de l'image, c'est pas pour rien qu'on a travaillé le savoir-faire, et on revient au bras, on a travaillé le geste, on a travaillé l'œil, la relation œil-bras, œil-main. Et en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire de l'image ou de la sculpture. Le texte, c'est un des pires trucs. Et d'ailleurs, les scientifiques qui travaillent dessus et qu'on rencontre, moi, dans le cadre d'un groupe d'études dans lequel je suis, ils nous disent qu'on a un gros problème de sémantique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment parler du mouvement quand on est animateur, comment on décrit avec un prompt un mouvement. Les animateurs savent le faire avec plein d'autres moyens, les chorégraphes savent le faire avec il y a plein de métiers qui ont développé des savoir-faire. Ça ne passe pas toujours par le prompt. Donc en fait, les IA marchent très mal pour la plupart de nos métiers. Pareil pour de la musique. Il y a d'ailleurs énormément de procès pour des gros outils qui ont pompé tous les catalogues de tous les majors studios du monde et qui maintenant font de l'IA générative de son. Il y a un problème quand on veut maîtriser ce qu'on sort. Et le mieux, c'est de passer par un clavier ou de chanter, etc. Voilà. Tout passe pas par le prompt. Et voilà. Donc il y a des gens qui sont contre idéologiquement, des gens qui sont contre, quelle que soit la nouvelle technique qui arrive. Et puis il y a des gens qui sont contre. Beaucoup de grosses entreprises disent non. Alors certaines disent oui, certaines disent non parce que ça bouscule le modèle d'affaires. C'est-à-dire que ils ont peur du procès, en gros. Ils ont peur si ils génèrent des bouts de film avec des IA génératives, ils ne pourront pas dire qu'ils en sont les auteurs. Ils perdent la maîtrise de leur business. Et donc il y a de la résistance aussi de ce côté-là. Mais il y a des gens qui parce qu'ils sont très curieux, passent outre tout ça et qu'ils le prennent en main. Maintenant, est-ce qu'ils auront les moyens de vivre ? C'est une autre question, évidemment. Et cette autre question, nous allons y passer aussi avec les étudiants. Tiens, David Benguigui, parce qu'il a fait des réponses courtes, David. Vous avez sans doute une question à lui adresser. Oui, bonjour. Mayumi Bergadieu, étudiante au CELSA en marketing. Ma question pour vous, c'est quels sont les apports concrets de l'IA dans les départements R&D des entreprises et comment peut-elle optimiser le processus d'innovation dans différents secteurs d'activité ? Là, pour le coup, il faut que je fasse une réponse longue, alors c'est ça, j'ai une injonction. Non, c'est pas une injonction, mais c'est pour vous encourager, David. Merci pour les encouragements. En matière de R&D, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est par exemple la santé, puisque c'est un département où l'IA peut échantillonner, peut séquencer. L'exemple qui me vient le plus à l'esprit, c'est il y a quelques années, vous vous en rappelez, on était tous sous cloche, il y avait le Covid, tout ça. Et Moderna a pu séquencer génétiquement, alors je ne suis pas spécialiste en santé, vous le voyez, c'est laborieux quand même, mais donc a pu séquencer de manière automatisée et de manière à sortir un vaccin beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Après, les usages qu'on peut en faire en R&D, je pense que c'est tout ce qui est production en série, tout ce qui est fabrication en série, tous ces volets-là. Je vous avoue que je ne suis pas un expert du département R&D,
Mais oui, je pense que le Moderna, ça me paraît un bon exemple sur ce volet-là. C'était assez long ou pas? C'était parfait. Petite question avant de vous redonner la main que j'aimerais là adresser à Bruno Patino, pour peut-être faire part de quelque chose qu'on a tous expérimenté, qu'on expérimente sans doute encore aujourd'hui dans notre usage, on va dire, quotidien de ChatGPT et demain des autres moteurs de recherche, car s'il y a bien une évolution à laquelle on assiste sous nos yeux, c'est que ces moteurs de recherche classiques type Google sont en train de changer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le modèle du référencement avec 15 liens où on va devoir choisir, même si effectivement les premiers sont plus ou moins sponsorisés ou liés par rapport à une sorte d'indice de notoriété ou d'usage. Mais maintenant, on a des réponses qui sont toutes faites, données à des questions, comme ChatGPT, comme Perplexity et d'autres. Ça change quoi, Bruno Patino, vous qui avez travaillé justement sur l'usage et sur notre rapport, d'avoir, puisqu'on parlait aussi un peu d'éthique ou même de la manière dont ça peut modifier des comportements, que quand on pose une question, on arrive à une réponse immédiate, si précise, un peu omnisciente. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change déjà? Disons que dans mon domaine, il y a 3 changements qu'on peut voir par rapport à la question que tu poses. Un qui est déjà à l'œuvre, le deuxième en gestation et le troisième compressant. Le premier qui est à l'œuvre, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire l'IA qui va devenir d'une certaine façon notre assistant personnel dans nos, entre guillemets, recherches. Alors c'est une chose quand on fait une recherche, mais moi je vais vous dire ce qui va être à l'œuvre très vite, c'est que vous aurez un assistant d'IA et vous lui direz par exemple qu'est-ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui, et il va générer à partir d'articles, à partir des choses, votre entre guillemets bulletin d'information qui pourra être écrit, audio ou même vidéo, formaté pour vous. Donc il l'aura fait à partir évidemment de données existantes, de ce que produisent les médias d'information, mais d'une façon ou d'une autre, il va vous livrer votre contenu et si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler, je vous encourage à utiliser en ce moment le modèle développé par Stanford qui écrit à partir d'un prompt une notice Wikipédia. Sous forme de Wikipédia, vous avez un exposé à faire, je dis n'importe quoi, sur telle question. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre telle année et telle année, voilà, l'année terrible, hop, et vous fait une notice Wikipédia uniquement pour vous. Et donc ce qui va se passer déjà, c'est pour les médias comme nous, on se dit, pour beaucoup de choses, et en particulier les médias d'information, ce que vous verrez, ce que vous lirez, sera quelque chose qui aura été fait pour vous, à partir de ce qu'on produit, mais pour vous. Donc déjà, la notion de collectif, la notion de partage, la notion de recherche, c'est pour ça que moi j'appelle plutôt ça maintenant de la découvrabilité, c'est-à-dire qu'en fait on passe, rechercher, c'est, pardon de dire ça, c'est du pull, je vais vers quelque part pour chercher quelque chose, l'IA va amener du push, je lui pose une question et elle me pousse un contenu. La deuxième chose pour aller très vite, c'est l'IA comme base de choix, c'est-à-dire qu'en tout cas nous chez Arte, on pense que dans 2 ans ou 3 ans, vous arriverez sur une plateforme, vous le direz, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai besoin d'un film un peu divertissant, qu'est-ce que tu me proposes? Et l'IA vous proposera. Et d'ailleurs, on teste, nous, en ce moment, un chatbot pour ceux qui ont un compte MyArte, gratuit, sur la plateforme Arte, où vous pouvez dialoguer avec un chatbot en lui disant, voilà, alors, moi, du côté divertissant, j'ai envie un peu de savoir ce qui se passe au Donbass, qu'est-ce que tu as comme documentaire qui propose ça? Et évidemment, avec une recherche sémantique, et vous dialoguez avec votre chatbot. Alors, on l'expérimente, mais on pense que de plus en plus dans le choix de ce que vous allez regarder, voir, écouter, vous dialoguerez avec une machine. Et la troisième étape, elle est annoncée aujourd'hui par certains acteurs comme Microsoft, Google ou autres, et qui est et là je le dis à François qui va apprécier, c'est dialoguer avec votre média. Je donne cet exemple-là, c'est-à-dire que François Saltiel posera un podcast, comme il le fait en ce moment, sur le parcours d'Elon Musk. Et moi, à l'écoute, grâce à des outils d'IA, à l'écoute de ce podcast, je pourrais dire à un moment donné, excuse-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux me préciser ce que tu entends par cette donnée-là que tu auras utilisée? Par exemple, tu me parles d'un libertarien, je ne sais pas ce que c'est quoi un libertarien? Et à ce moment-là, j'entendrai une IA, avec la voix de François Saltiel, me dire ce que c'est qu'un libertarien. Et il aura croisé ça entre ce qu'aura écrit, François Saltiel n'aura pas enregistré cette réponse, mais entre ce qu'il aura écrit, etc. Donc dialoguer avec... Et évidemment, quand vous êtes média, c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que vous voyez tout le champ de créativité et de création qu'il peut y avoir, mais ça pose 2 questions très importantes. La première question, c'est un média, ça se veut collectif. Mon métier,
le métier de François ou autre, c'est de rassembler des gens autour de quelque chose, autour d'un message commun, d'une image commune, d'une photographie commune. Qu'est-ce qui se passe quand ce rassemblement-là n'a plus lieu autour de quelque chose d'absolument commun? On sait déjà comment ça a vécu ça avec les réseaux sociaux, où nous avons chacun notre version de Facebook, nous ne voyons jamais la même. On a parlé de bulles de filtre, on a parlé de polarisation, etc. Je vais très rapidement parce qu'il me fait des gros yeux. La deuxième question que ça pose, c'est la question, et c'est le thème de ces journées-là, de la confiance. C'est-à-dire que moi, j'aurais vraiment l'impression, en dialoguant avec François Saltiel, entre guillemets sa version d'IA, que je dialogue avec lui, mais en même temps, je ne dialoguerai pas avec lui, mais avec une machine. Et ce qui se passe là est déjà à l'œuvre en termes d'information, mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Avec plaisir. David, je viens 2 secondes. Juste que ça, je pense que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, car on sait que ça va arriver. C'est-à-dire que, sans doute que là dans la salle, vous n'en avez pas encore totalement conscience, mais le monde de demain, mais même de cet après-midi, ça sera un monde où on sera entouré de nouvelles entités. Ces agents conversationnels vont être dans votre téléphone, vont parler à votre place. Il y a déjà une loi en Californie qui est en train d'être pensée pour que on puisse statuer si c'est mon avatar qui parle, qui signe ce rendez-vous, ce chèque, cette commande, ou si c'est l'humain qui est derrière. Est-ce que c'est mon avatar qui est censé me représenter qui prend la commande, ou est-ce que c'est moi? Et donc là, on arrive à la question de la confiance qui est cruciale. Mais le monde Asimov imaginait un monde rempli de robots. Ces robots sont là, mais ils ne sont pas de fer et d'acier, ils sont des agents conversationnels qui sont censés vous rendre service, d'où la délégation que l'on fait toujours à ces machines-là. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'ils nous rendent véritablement service? Quel est le prix de ce service? Et est-ce qu'à la fin, nous allons nous y retrouver? Est-ce que le collectif s'y retrouvera? C'est des questions vertigineuses, mais qui sont vraiment celles d'aujourd'hui. Je voudrais faire un parallèle, parce que c'est exactement notre réflexion dans mon métier à moi, qui est le métier du droit, où nous avons aussi ces 3 étapes. Et en vous écoutant, je me suis dit, en fait, ça correspond tout à fait aux mêmes préoccupations. La première étape, le premier service que nous rend l'IA, mais depuis maintenant assez longtemps, c'est la recherche. C'est la recherche, c'est-à-dire qu'avant, il fallait aller dans les bibliothèques, compulser. Là, on rentre bien les mots-clés. Vous avez 2-3 sociétés qui, aujourd'hui, sont tout à fait à la page. Il suffit de s'abonner et on a tout de suite la réponse juridique. Là, on prenait 1 heure. Ça, si on pose bien la question, ça nous prend 15 secondes. La deuxième étape, c'est qu'ils vont rédiger. Et ça, c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui. C'est-à-dire que je demande à ChatGPT de m'écrire un contrat, de m'écrire une consultation, quelquefois très technique. Et il me sort, pardonnez-moi, messieurs, dames, étudiants, quelque chose qui est en règle générale meilleur que ce que vous apprend à la faculté. Et donc, très vite, c'est un service que, d'ailleurs, les entreprises feront toutes seules. Si elles n'auront plus besoin d'aller chercher un avocat, souvent assez cher, si elles peuvent s'inscrire elles-mêmes auprès de ces fournisseurs. Et la troisième étape, c'est la prédiction. Et là, on va toucher sur quelque chose qui dépasse le simple juridique, mais qui va toucher la justice. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent de savoir si vous avez beaucoup de chances de gagner votre procès, dans quelle proportion, si vous allez avoir beaucoup de dommages à intérêts, combien de temps ça va prendre si vous allez à Rennes, à Paris, à Nanterre, à Marseille, si vous formulez votre demande, etc. Il y a déjà des sociétés qui vous proposent, ça s'appelle Predictis, de rentrer votre donnée et vous dit, bon, ben, j'ai une chance de gagner dans 18 mois, 50% de chance de gagner 100%, sinon plus vraisemblablement. Alors, pris favorablement, ça amène tout de suite le plaideur à dire, bon, bah, je vais tout de suite transiger, puisque finalement, j'ai très peu de chance et tout. Donc c'est un outil, mais c'est un remplacement nécessaire, et donc on aura ces mêmes possibilités de dialoguer avec des boîtes qui vont nous dire, voilà et tout. La dernière étape, je n'ose le croire, je pense que, en tout cas, je ne le verrai pas moi, ça sera la justice rendue uniquement par des machines. Alors là, je pense qu'on s'est arrivé à un niveau de civilisation un peu préoccupant. Voilà, on verra si ça reste de la science-fiction. Non, mais c'est pour ça que je vous disais que cette question de survie pour les avocats, c'est que dans nos cabinets, la machine va remplacer un nombre considérable de gens qui font, lorsqu'on fait de la compliance, les recherches, etc., tout ça, la machine va faire tout ça, les contrats, les actes de société, etc. Donc, ça, on va recentrer d'ailleurs sur notre métier de base, qui est celui de plaideur.
baristers. Oui, mais juste petite parenthèse, Basile, là-dessus, parce que c'est ce qu'on entend dans beaucoup de secteurs d'activité. La réponse qui nous est donnée, c'est de dire que ces tâches qui sont des tâches laborieuses, avec peu de valeur ajoutée, vont être remplacées, ce qui va permettre de laisser plus de temps à d'autres fonctions sans être plus noble. Dans mon métier, on dit, tu feras moins de dépêches, mais tu feras plus de reportages. Sauf qu'on est 70, ou un peu plus d'ailleurs dans mon cabinet d'avocat, on aura besoin d'être 4 pour être au-dessus de la machine. Pardonnez-moi, mais je crains que c'est ce qui va arriver. Et il faut être parmi les 4 parce que sinon les autres, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. David. Pour étayer les propos de François, il y a notamment une étude, bon alors, Adobe, ils sont un peu jugés partis naturellement, qui dirait que les créatifs, en fait, à 40%, ils font des tâches à faible valeur ajoutée, alors que ce sont des créatifs, on s'attend à ce qu'ils fassent toujours des choses créatives. Et donc, ça veut dire que demain, grâce à l'IA, le monde formidable que sera le monde de l'IA, ils pourront se consacrer complètement à la créativité. Après, je voulais revenir sur l'intervention de Bruno. Il y avait un premier point, donc en tant que marketeur, vous comprenez que votre site internet, c'est pas un produit d'avenir, puisque bientôt tout sera prédigéré. Donc ça pose des problématiques en matière de référencement, notamment tout ce qui est SEO. Et il y avait un autre point qui m'intéressait, c'est les bulles algorithmiques qu'on connaît tous. Donc on est de plus en plus dans des bulles à travers les réseaux sociaux. Et là, avec ces contenus, ça a été un peu la séquence boomer, mais moi, quand c'était il y a très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, tout le monde regardait le film du dimanche soir, et le lendemain, à la récré, on parlait du film du dimanche soir. On avait un référentiel commun. Maintenant, on consomme nos contenus, chacun dans son coin. Même dans ma génération, c'est quand même le cas. Et ça va encore plus s'accélérer puisqu'on aura des contenus qui seront faits pour nous. Donc on aura encore plus une société qui va se fragmenter, qui va se cliver, puisqu'on va être alimenté en contenus qui nous vont bien. Et le contenu qui me va bien n'est pas nécessairement celui de mon voisin. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Oui, et là c'est effectivement le grand enjeu pour les médias. Comment on arrive à faire lien, comment on arrive à faire sens, comment on arrive encore à fédérer, à réunir. Quentin. Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Alors d'abord sur les LLM qui créent des choses réelles du fait du journalisme, etc. La même université de Stanford a sorti il y a 15 jours une étude sur Perplexity quand on lui demandait de créer des pages Wikipédia. Ils ont mesuré qu'en fait à 30%, elle inventait des choses qui n'étaient pas fausses, qui n'étaient quelquefois juste qu'approximatives, mais pas fausses. Mais c'était perçu à 80% comme étant extrêmement vrai, c'est-à-dire qu'il y a un taux de confiance énorme, plus que en fait, quand on avait des liens par un moteur de recherche classique. Et hélas, peut-être à cause de ça, les gens avaient 6 fois moins de chances d'aller vérifier les choses. Ils faisaient beaucoup plus confiance à quelque chose qui était 30% fois plus mauvais. Donc ça pose problème. Et donc, voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être moins de dépêches à faire, il y aura peut-être moins de recherche dans les cabinets d'avocats, de choses un petit peu ingrates à faire. Et c'est la même chose dans les, on va dire, effectivement, comme tu disais, dans les métiers dits créatifs, il y a beaucoup de tâches ingrates, énormément, peut-être 80%. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend le métier, qu'on travaille son savoir-faire. Et en fait, on a vu déjà, moi j'ai interviewé des sociétés de jeux vidéo, par exemple, dans lesquelles ils ont remplacé une équipe de seniors et de juniors par un seul senior qui donne du dessin à manger à une IA, qui en fait un modèle ultra adapté à son style, l'IA qui génère après des tonnes et des tonnes de variations. Et le même senior va faire ce qu'on appelle la curation. C'est comme si la création était remplacée par la curation. Il va filtrer qui lui suffit, ce qui est d'assez bonne qualité pour partir en production. Et ce faisant, ils mesurent bien au bout de quelques mois de ce process-là, qui pour eux est inévitable parce qu'ils sont en concurrence avec des studios d'animation chinois. Donc il faut qu'ils baissent les coûts. Donc cette méthode-là existe, ils vont l'utiliser. Ils voient bien qu'ils ne forment plus de juniors. Ce faisant. Et c'était la méthode de formation, même s'il y avait de l'école avant, etc. Donc là, ça pose un autre problème, presque de catastrophe industrielle à venir. Juste, merci beaucoup Quentin. Juste 2 petits compléments avant de poser une question à Natacha et de vous donner la parole. Ce que Quentin évoquait, quand il y a des erreurs, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Et elles sont évidemment nombreuses. Ce que Quentin évoquait, lorsque la machine répond et on a tendance à la croire, c'est une sorte d'effet d'autorité que possède la machine. Et là, il y a un exemple qu'on a tous vécu. C'est l'exemple du GPS, par exemple. Vous êtes en voiture,
vous ne savez pas trop où vous allez, vous mettez un chemin, le GPS vous donne une orientation, vous donne un itinéraire, et il y a une petite voix au fond de vous qui s'appelle l'intuition, et qui dit « Ah non, mais en fait, je suis sûr que si je vais à gauche, c'est plus rapide. » Et puis il y a cette voix-là, donc vous dit l'intuition, à gauche, c'est plus rapide, et puis il y a le GPS qui dit « Non, c'est à droite. » Et souvent, on a tendance à prendre la droite. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, tiens, si c'est le GPS qui le dit, c'est que ça doit être a priori vrai. Parce qu'on a pris l'habitude aussi de s'en remettre au GPS. Mais moi, je fais l'expérience souvent, je vais prendre la gauche, exprès. Je vais justement contre ce que le GPS me dit en suivant mon intention. Et puis eux, ils recalculent et hop, j'ai gagné 3 minutes. Donc, ça, c'est quand même un phénomène toujours très intéressant, c'est de comprendre déjà comment le GPS fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne pour vous amener le plus rapidement possible à un point ? Quelles sont ces données qui lui permettent de vous donner une orientation ? Et ça dit beaucoup de choses de notre rapport au monde moderne, entre ce qu'on croit, ce qu'on pense, notre savoir-faire, notre savoir-être, et l'effet d'autorité de la machine. Un GPS, c'est pas très intelligent. Je vais vous prendre la question, monsieur. Mais vous imaginez aujourd'hui les IA génératives, en plus, qui ont un anthropomorphisme très développé, où on va nous dire c'est comme ça et pas autrement, ça en fait des machines omniscientes qui vont reprendre justement des voix humaines, on aura vraiment tendance à les croire. Déjà parce qu'on a peur de vouloir se tromper nous-mêmes. Donc on remet la décision à l'autre, à la machine, et quelque part, c'est une forme de déculpabilisation du choix, puisque c'est pas nous qui nous sommes trompés, c'est la machine. Je vais prendre la question de monsieur a cappella, allez-y. Alors la question, c'est qui n'emploie pas de GPS dans une voiture ? Mais parce que vous n'avez pas de voiture, alors c'était facile. Oui, il faut préciser, oui. Est-ce que vous avez une voiture et vous n'utilisez pas le GPS ? C'est une belle lutte. Alors effectivement, vous avez employé un terme très intéressant qui est le terme d'acceptabilité. D'acceptabilité, autant mieux le prononcer. C'est un terme fort parce que quand on revient justement à OpenAI qui a été lancé en 2022, la question de l'acceptabilité ne se pose pas tant que ça avec les nouveaux outils. C'est-à-dire qu'ils sont parachutés sur le marché. On n'a pas le temps d'avoir vraiment des préoccupations juridiques puisque le temps juridique est toujours beaucoup moins rapide que le temps de la technologie. On n'a pas trop le temps de se poser des questions économiques, que déjà l'outil est là, il est testé avec l'usage. La personne n'a pas forcément le choix de le comprendre ou pas le comprendre parce que déjà c'est assez dur à comprendre et puis personne ne nous l'explique vraiment très bien. Et puis ça y est, il est rentré dans nos vies et on a un peu accepté un peu malgré nous. Comment ? Ça répond aussi à un besoin. Enfin, c'est pour ça que le métavers a peut-être pas marché, c'est qu'il n'y avait pas d'usage aussi. Il n'y avait pas forcément de besoin de vivre une vie dégradée par rapport à la vie qu'on vivait. Oui. Notamment le Waze Zone 3 dont je suis CEO et que je vous recommande. Voilà, d'ailleurs, j'ai un coupon qui vous donnera une réduction de 15%. Voilà, n'hésitez pas, code promo Sorbonne. Je voulais juste revenir sur les billets, parce que ça a inspiré une campagne à BETC, donc c'est une grosse agence. Ils ont fait une campagne avec Hitch. Je ne sais pas si vous connaissez Hitch, parce qu'avec les GPS, ça me fait penser aux voitures. Donc Hitch, c'est un peu le Uber de la banlieue, pour prendre un raccourci. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en interrogeant mi-journée, avec mariage France, mariage banlieue, enfant France, enfant banlieue, les images qui étaient rendues n'étaient pas du tout les mêmes. Donc ça leur a donné un insight qui leur permet de faire une campagne qui était très intéressante. Et donc quand c'était la banlieue, on avait des voitures brûlées, enfin on était vraiment dans les clichés. Donc c'était voilà. C'est pour vous montrer l'impact des biais que peut générer l'IA. Et de la même manière, quand vous tapez astronaute ou directeur d'entreprise ou patron d'entreprise, vous n'avez pas de femmes qui sont à la tête, ou personnage politique, vous allez avoir très peu de femmes et beaucoup plus d'hommes. Ça fait partie effectivement des différents biais. Peut-être juste, Natacha Valla, puisqu'on a posé la question tout à l'heure, qui est une question cruciale et je pense qu'il concerne beaucoup de monde ici, ou du moins s'ils sont parents, leurs enfants, de cette IA qui va pouvoir générer des métiers, mais en même temps cette IA qui va en supprimer. Vous qui êtes donc économiste, sur quelle tendance on peut s'appuyer en termes de projection, en termes de création d'emplois ou de suppression d'emplois ? Quelle est la balance là-dessus ? Alors, ce qu'on en sait est très imprécis. Imprécis au sens où il y a des études qui donnent des résultats assez différenciés. Je vais vous donner des ordres de grandeur sur l'impact de l'IA sur la productivité. Certains vous disent
l'impact immédiat sera finalement assez fort. On peut gagner 1% de productivité, 1,5% de productivité à horizon 1 an, 2 ans, ce qui est énorme quand on sait que la croissance de la productivité dans notre pays, c'est 1%, allez, si tout va bien. Et puis d'autres qui vont vous dire justement sur cet impact sur l'emploi, c'était le sens de votre question, ça ne sera pas si clair que ça et ça ne sera pas si rapide que ça. Ce qui ressort de façon homogène quand même, c'est que l'ensemble des métiers qui sont liés, on est bien placé ici, ce sont les métiers sur la créativité, le rédactionnel, l'analyse et la recherche, qui vont être impactés, pour le coup, positivement en termes de productivité, mais en termes d'équilibre capital-travail, cet équilibre-là va être déformé en faveur, devenir beaucoup plus intensif en capital, comme disent les économistes, et donc on aura besoin de moins d'heures de travail, plus de potentiel machine, pour avoir un résultat comparable à une technologie qui nous fournit ça, avec un équilibre beaucoup plus équitablement réparti entre ces deux formes. Mais on n'a pas, en fait, cette espèce de légende urbaine où à chaque fois qu'il y a une innovation technologique, il n'y aura plus d'emplois, on sera remplacé par les machines. Ça ne ressort pas, en fait, de ce qu'on peut évaluer sur la base de ce qu'on peut mesurer. Et bien sûr, le recul est un peu faible. J'en profite pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a quand même l'idée derrière tout ça, et je trouve assez sain, l'idée de pouvoir garder la main. Parce qu'en fait, on a la capacité à garder la main. Je prends l'exemple de la calculatrice et des tables de multiplication. Pour les parents dans la salle, ça leur parlera. Si vos enfants surtout sont en primaire, ils apprennent encore les tables de multiplication. Complètement inutile. En 6e, on leur met en main une calculatrice qui leur permet de faire ça. Mais, donc, il y a une certaine, je pense, conscience collective qui est aussi étayée par des recherches en termes de neurosciences, qui consiste à dire qu'on a besoin d'un certain entraînement, d'un certain travail, et que ce travail, même si on peut le déléguer à la machine, il faut en garder une certaine partie pour justement être capable de garder le recul, de garder la main et d'avoir finalement une pratique assez... d'être parmi ceux qui maîtrisent la technologie et qui ne sont pas agis par la technologie. Il y a une dimension dans le temps qui est très... qui donne un peu le vertige, parce qu'on imagine bien, on projette bien les inégalités vers lesquelles ça peut nous emmener. Si une partie de la population ne se soucie pas de ça et utilise l'IA de façon un peu spontanée, naïve, et comme on la lui livre, et puis une autre avec une approche un peu plus sophistiquée, on l'a déjà vu avec l'apparition des smartphones et des réseaux sociaux. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point d'attention à avoir. Point d'intention et qui est au cœur d'ailleurs des préoccupations au niveau de l'éducation nationale aussi, c'est comment on arrive soit à accepter ces outils, à les faire entrer dans l'école, à les faire comprendre et à permettre justement quelque part aux salariés de demain, aux employés de demain de savoir les utiliser pour pas qu'il y ait des fractures comme ça de compétences entre ceux qui seront et ceux qui ne seront pas. Ça m'évoque une anecdote, ça prendra 30 secondes donc je me permets de... Vous les avez. On vient de... Dans l'esprit de ce dont on parle, on vient de mettre en place à l'école un double diplôme avec Télécom Paris. Donc on s'est dit, les sciences sociales, et il y a peut-être des étudiants de Télécom dans la salle, non ? Les sciences sociales et la tech, la data, c'est le bon mariage pour demain. Les employeurs nous disent, moi demain je n'emploierai que des gens avec des compétences techniques très poussées et une capacité de recul critique pour les mettre en œuvre et une capacité de changement suite à la mise en œuvre de ce double diplôme, dont on est très fiers, on a eu plein d'étudiants, alors plein, on n'en a pas tant que ça, mais on a déjà des étudiants de Télécom dans nos promos, mais ils sont venus faire Sciences Po après Télécom, ils nous disent, mais on est tellement heureux d'avoir cette double compétence. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, à Télécom, on nous apprend à maîtriser de A à Z l'alpha et l'oméga de l'IA, mais on nous dit surtout, n'utilisez pas ça. Alors qu'à Sciences Po, on dit quand même, vous pouvez, peut-être pas, posez-vous des questions. Et donc voilà, je pense que c'est ce recul-là, et c'est une sorte de dialectique où il ne faut jamais perdre la main sur la technologie, sur la table de multiplication, mais aussi garder la capacité à avoir ce recul. C'est difficile, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement humain finalement. Exactement, mais c'est vrai que c'est un effort, mine de rien, qu'il faut continuer à faire, et c'est pas toujours le cas, surtout dans une économie qui est beaucoup une économie de la flemme, sur laquelle fonctionnent beaucoup les outils technologiques. Mais eux, ils ne sont pas flemmards. Nos étudiants ont travaillé sur des questions, et voici la prochaine. Bonsoir, Thomas Platel, étudiant ingénieur. Une question assez générale, mais je pense que Quentin peut commencer à y répondre, je pense.
l'IA, elle est elle-même contrainte, soumise à des contraintes algorithmiques. Et comment une IA créative peut-elle donc affecter notre conception de la liberté de création et surtout comment elle peut limiter la diversité des expressions artistiques avec ses contraintes et ses calibrations de modèles algorithmiques? À travers les billets, par exemple, j'imagine, c'est un peu ce qu'il y a derrière. Alors en fait, elle peut pas, si elle est mise entre les mains d'artistes, comme je disais, je reboucle avec ce qu'on a déjà dit, hein, les artistes, on va dire les créateurs qui se posent des questions. On va dire les artistes sont des gens qui travaillent du savoir-faire, mais qui vont le faire pour manipuler des émotions. En gros, si on doit vraiment mettre quelque chose derrière le mot art qui n'est pas juste du savoir-faire. Mais en fait, il faut savoir que même une technique ultra bridée, par exemple un disque déjà enregistré sur un tourne-disque à une époque, c'était quelque chose d'extrêmement bridé pour être créatif avec ça, parce que c'était déjà une musique interprétée, figée, et ça n'a pas empêché l'invention dans un lieu où il y avait d'énormes contraintes, où il était très difficile d'être créatif. Par exemple, le Bronx dans les années 80, qui était en feu littéralement. Là, pour le coup, ça n'aurait pas été un biais de dire qu'il était en feu partout. Des gens commençaient à se saisir de ces outils-là pour les utiliser de manière ultra créative, en les faisant bouger pas du tout comme c'était prévu, en inventant le scratch, la break music, qui a inspiré des gens qui avaient envie de bouger un peu différemment, de manière un peu plus heurtée, carrément d'un nouveau style de danse qui a été représenté au JO 2024. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'être créatifs, en fait. Et même une IA qui est bourrée de biais, j'ai déjà vu des œuvres qui jouent là-dessus, qui l'utilisent, etc. Donc, j'ai pas de souci par rapport aux gens dont c'est le métier, on va dire, le savoir-faire, qu'on travaillait pendant des années en école et puis qui pratiquent leur art, avec ces outils-là, quels qu'ils soient. À la limite, plus les IA sont limitées, plus ça va être des tuteurs. Il faut bien se rendre compte qu'en art appliqué, en fait, les contraintes sont des tuteurs avec lesquels on crée. Par exemple, un improvisateur, si on lui demande d'improviser, il va vous demander « donne-moi une contrainte avec quelle forme, quel mot ?» On veut des contraintes. Par contre, là où ça me fait très peur, et en fait on voit déjà les effets, c'est quand ça fait baisser la barrière à l'accès. C'est presque le plus gros danger que je vois en mode des IA, en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est que ça fait tellement baisser la barrière à l'accès de la création, qui donne quelque chose qui a un vernis professionnel, qui donc peut être vu et dupliqué et partagé en ligne par millions, qu'en fait les gens qui n'ont pas cette exigence-là d'être créatifs avec un savoir-faire, ils produisent, j'essaie de trouver un mot poli, mais quelque chose qui n'a pas une bonne odeur en fait. Et en fait, en masse, et ça noie tout le reste. Et en fait, c'est ça le problème. Et avec beaucoup de biais. Et là, ça duplique des biais parce qu'il n'y a pas un regard exigeant derrière, il n'y a pas un regard intelligent derrière, il n'y a pas un travail d'auteur. Et en fait, c'est ça le plus gros danger. Il ne vient pas des créateurs, il va venir des gens qui l'utilisent sans en être vraiment. Merci Quentin. Il nous reste plus que 15 minutes, je le dis, pour mettre un peu de tension dramatique dans cette dernière table ronde. Donc on enchaîne tout de suite avec ta question. J'avais une question pour Bruno Patino. Donc on l'a répété pendant ce débat, l'IA produit toujours plus d'images précises et non identifiables. Et dans ce contexte-là, est-ce que Arte valorise-t-il plus une approche artisanale et authentique? Je pense notamment à la mini-série Samuel qui a fait sensation cette année. Et est-ce que cela influence-t-il les choix de financement, de programmation et de production? Il faut que je réponde à ça en 30 secondes, mais très rapidement. Notre métier, c'est d'essayer d'être différent des autres, donc de produire, certes artisanalement, mais surtout dans une idée de ne pas être industrialisé et formaté. Je pense qu'au-delà de la démarche culturelle que les gens attendent de nous, ce qu'ils attendent de nous, c'est de proposer quelque chose qui porte un regard, une trace et une patte particulière. Donc effectivement, Samuel, la petite série d'animation qui a eu un succès énorme, c'est fait dans cet état d'esprit-là. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir l'idée d'utiliser l'IA. En ce moment, on est en train de mettre en œuvre, de créer 2-3 programmes tout à fait spécifiques dans lesquels on va jouer avec l'IA, justement, en jouant avec les contraintes de l'IA. Parce que là où je rejoins Quentin, c'est que les contraintes, elles ont toujours existé. Et les artistes n'ont fait qu'une seule chose, c'est les utiliser pour les contourner et les dépasser. Si vous regardez l'histoire du cinéma, c'est toute une histoire de j'ai des contraintes de profondeur de champ, j'ai des contraintes de caméra, j'ai des contraintes, et pourtant, je vais aller au-delà de ça. Et avec l'IA, ça va être la même chose. En revanche, et là je vais faire le pont avec la réponse de Quentin et ce que vous venez de dire, en revanche, ce qui est sûr, c'est que notre défi, ça va être toujours d'exister
dans un torrent d'images, de sons et de textes qui déjà a lieu. Parce que, reprenons les étapes. On parlait de pomme C, pomme V tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Vous n'avez pas l'âge de ne pas avoir connu le moment où, j'allais dire, un film, une chanson, un texte était autre chose qu'un fichier. Quand c'est devenu un fichier au début des années 2000, donc quand la copie a été possible, tout d'un coup, on avait accès à tout. Et là, ça va être ma séquence boomer. Autrefois, nous n'avions pas accès à tout. Et donc le rapport, si vous voulez, aux images ou autres, évidemment, quand vous étiez dans un mécanisme de rareté, ou comme François Truffaut le raconte, quand il devait attendre 6 mois ou 9 mois pour voir un film qu'il souhaitait voir, parce qu'il n'y avait pas de magnétoscope, il fallait qu'il attende que ça repasse dans une salle, et encore lui habitait Paris. Et donc ces 9 mois d'attente avant de voir le film, moi ça m'est arrivé, on m'avait pas prof de philo qui nous parle de Théorème, film de Pasolini en terminale, j'ai dû attendre ma 2e année d'université pour pouvoir le voir. Chose inenvisageable aujourd'hui. Donc vous avez eu l'accès, puis ensuite avec les réseaux sociaux, etc., vous avez eu le moment où cet accès s'est renchéri par la viralité, c'est-à-dire la capacité à partager et amplifier. Et donc les images auxquelles on était soumis étaient encore plus importantes. Donc Arte, sur ma plateforme, il y a 65% des choses qui ne sont pas passées à la télévision. Mais je n'ai que 8000 programmes. Netflix, c'est 31 000. Spotify, vous avez 100 millions de chansons, entre guillemets, ou de sons disponibles. Donc déjà, comment vous faites exister votre particularité dans un monde pareil? Avec l'IA, le nombre de productions va être illimité. Alors, elles ne seront pas toutes les mêmes, on est bien d'accord. Le problème, c'est la réception. C'est-à-dire que, moi j'ai cette phrase-là, je dis toujours, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes œuvres, elles n'ont pas été produites de la même façon, mais elles sont toutes sur le même marché. Le marché de l'attention. Et donc vous avez aujourd'hui dans le marché de l'attention, de notre attention à nous, une entre guillemets concurrence ou compétition entre des œuvres qui ont pu être créées pendant des années et des années, et puis d'autres choses qui pourront être créées par une IA demain ou qui ont été faites rapidement aujourd'hui. Et donc toute la question, c'est de savoir comment vous arrivez à un moment donné à avoir ce dialogue avec le public pour qu'il y ait une distinction possible. Et c'est un défi vertigineux. Alors nous, on tâtonne, on fait comme les autres, on dit voilà, on va réduire, on va pas faire de recommandations algorithmiques, on va proposer des choix à un moment donné, et on en revient au thème d'ici, c'est qu'au total, la seule façon pour nous de continuer à exister de façon artisanale, c'est que les gens nous fassent confiance. Alors comment ? Ça, je peux vous dire, si vous avez la réponse, je la prends immédiatement. On cherche. Mais en tout cas, notre conviction, c'est que pour que nous continuions à être pertinents, enrichissants pour ceux qui nous regardent, il faudra qu'ils nous fassent confiance. C'est-à-dire plus confiance qu'à une recommandation algorithmique, à une plateforme ou autre. C'est le défi. Et je pense que c'est le défi de tous les médias aujourd'hui, des médias d'information comme des médias, j'allais dire, culturels ou de divertissement. Mais ça, c'est un enjeu phénoménal. La réponse, elle n'est pas du tout technologique, mais elle est aussi technologique. Voilà. Et c'est aussi l'enjeu d'un animateur, à faire en sorte que la salle lui fasse confiance, notamment lorsqu'il doit répondre ou non à ses promesses. La mienne, celle du début, était de vous donner la parole, donc la confiance, ça s'éprouve, et donc je vous la donne. Oui. Je me demande, est-ce qu'il y aura encore de la poésie dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que les gens courent après les technologies, on court après l'uniformité, on court après le formatage, on va apprendre à prompter, il y a des modèles de prompt. Et donc les gens vont commencer à prompter de la même manière. Les machines, elles s'entraînent avec les mêmes données, donc elles vont produire les mêmes choses. Et à un moment, on va s'assécher, non, humainement? Oui, par rapport à la production de contenu, effectivement, ça donne un peu le vertige. Oui, non mais... on aura du prêt-à-penser, oui, c'est ça, on va avoir une uniformisation. Le risque, il est là, effectivement. Et l'autre problème aussi que ça soulève, c'est qu'à force de solliciter les IA, on va bientôt avoir des contenus qui seront générés que par des IA. Donc on aura un phénomène d'autophagie, puisque l'IA va se nourrir des contenus qu'elle aura elle-même produits. Donc comment on se sauve? Là, je laisse cette question à une... Voilà. Natacha. Natacha, je sens qu'elle est... C'est Natacha qui va nous sauver. Qui va sortir son costume de super-héros. Et vous allez voir. Non, mais prenez vos téléphones. La question, c'est peut-être la plus difficile de la soirée. Je dirais 2 choses. Je n'avais pas l'idée de sauver, mais j'avais l'idée d'en expliciter la complexité. Donc, pardonnez-moi d'avance. La première, c'est que quand même,
on parle de tout ce qui est digitalisé. Une fourmi sous une feuille au milieu de l'Amazonie, alors sa sœur a été digitalisée, puis il y a eu plein d'études et tout, mais il y a quand même une partie du monde qui est à l'intérieur de vous, qui est dans des lieux sur la Terre, qui est dans des lieux auxquels on n'accède pas encore, qui n'est pas encore digitalisée, donc qui n'est pas encore soumise à cette IA. Ce qui en fait, ce qui définit une frontière de l'IA, quelque part. La frontière de l'IA, elle est endogène au fait qu'on soit capable de mettre quelque chose, de représenter la réalité dans ce domaine digital. Et ça, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est une force qu'on a par rapport justement à l'IA, cette force éditoriale par rapport à ce qui n'y figure pas. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Deuxième point, c'est qu'on a une responsabilité historique quand même exceptionnellement unique. C'est qu'on est, nous tous, là, collectivement, la première superposition de générations qui a vécu, qui aura vécu jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a 4-5 ans, avec des intrants qui n'étaient pas générés par l'IA, et qu'on se met, nous, à générer de l'IA, ou à générer des choses qui ont été de façon hybride produites par de l'humain et de l'IA, et que donc, en étant à ce degré zéro de ce flux de création-là, de cette régurgitation, j'ai bien aimé le mot, même si... Bon, on est sur une terre vierge quelque part. On va commencer à produire des choses qui n'existaient pas encore. Et la vraie question... L'assèchement, moi, j'y crois pas tellement parce que j'ai quand même confiance en notre capacité, justement, à nous offusquer, à nous opposer. Et puis elle ne lit pas dans votre tête. C'est une responsabilité. Il faut qu'on garde la liberté de se lever tous les matins et de garder dans la journée une demi-heure, 1 heure, 5 heures, dans un espace de liberté par rapport à ce qui va nous aliéner parce que c'est tellement pratique. Donc c'est vraiment une sorte de... Je fais souvent référence à ce... Mais dans cette Mündigkeit, cette responsabilité, cette capacité à penser sans avoir besoin de l'appui d'autrui et encore moins de l'appui de l'IA pour rester ce qu'on est et garder cette capacité-là. Moi, je pense que c'est un peu un devoir qu'on a, et d'autant plus qu'on est encore, nous, qu'on a été exposés jusqu'à cette étape de notre vie à un environnement qui n'avait pas ce dilemme en face de lui. Alors, 2 petites choses pour poursuivre sur la poésie et peut-être après prendre la dernière question. Bon, déjà, il faudrait définir la poésie. Mais si je définis la poésie comme étant quelque chose qui, justement, ne se prédit pas, quelque chose qui crée un imaginaire, des mots qui ne sont pas censés aller ensemble et qui vont résonner à l'intérieur de nous, à la fois de manière intime et autre. Exactement. Tout ça, c'est tout l'inverse de l'IA. Puisque l'IA, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de prédictif. Donc, après, je sais que des IA peuvent être entraînés à faire quelque chose qui est tout sauf du prédictif. Mais quand vous dites qu'est-ce qui nous reste, ce qui nous reste, c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est-à-dire que là, on est des humains, a priori tous, qui se rassemblent autour d'une même pièce, en train de s'interroger. Alors certains parlent, d'autres écoutent, mais tout le monde réfléchit à la même question. Donc ce circuit court de la sociabilité qu'on est en train de vivre ici, dans un moment a priori unique, qui ne va pas se reproduire, qui ne va pas être dupliqué tel un pomme C, pomme V, ça crée un instant de réflexion où justement on prend acte de ces différentes menaces, mais le simple fait de pouvoir y réfléchir, de pouvoir ensemble se dire que collectivement on est face à certains défis, de ne pas savoir ce que je vais dire dans la seconde qui va arriver, car je suis en totale improvisation, c'est ce qu'on appelle de la poésie, d'une certaine manière. Donc tant qu'on sera toujours là à se poser ces questions en cherchant des réponses, l'idée c'est pas d'arriver à une sorte de lucidité stérile, c'est d'arriver à la transformer. Et là je vous rejoins collectivement. C'est pour ça que la démarche, elle peut être individuelle, de retrouver toujours la magie de la fourmi en se disant ça reste quand même la nature, ça reste cette unicité de cet être que je peux regarder et qui peut-être me regarde d'ailleurs. Mais là, c'est là où il y a une responsabilité collective aussi et politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout remettre sur les épaules du pauvre individu que nous sommes tous et que cette démarche, elle doit s'accompagner d'une réflexion juridique, politique, économique, mais qu'on doit, nous, public, ou du moins citoyens, essayer de faire en sorte de pousser justement ces instances à s'y intéresser de près et pas uniquement guidées par des intérêts qui sont les intérêts du marché, puisque c'est aussi ça qui se joue, évidemment. Désolé pour cette réponse un peu longue. Question, ça sera peut-être la dernière, car 5 minutes. Ça met la pression un peu, hein. 5 dernières. Oui. Bonsoir, je découvre le sujet. Je vais peut-être poser une question idiote, je m'en excuse, mais est-ce qu'on pourrait imaginer
comme il y a le web et le dark web, une dark IA qui balancerait des informations parce qu'on aurait des ennemis et qui déstabiliserait, qui ferait encore plus de complotisme. On est déjà dans le complotisme aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis peut-être bizarre de penser ça. Je vais commencer, Bruno, sur c'est une vraie préoccupation. Et je sais que les États généraux de l'information ont beaucoup travaillé sur la question, donc Bruno Patino vous dira ce qu'ils ont promu. Mais bien sûr que c'est même un enjeu démocratique, parce que l'information, aujourd'hui déjà, pas mal occupée par les réseaux sociaux, donc dans des systèmes en vase clos où surtout les jeunes générations ne vont plus au kiosque à journaux et regardent peu souvent Arte, etc. L'IA va donner une dimension de possibilités de désinformation, de manipulation de l'information qui sont vertigineuses. C'est évidemment déjà le cas, mais ça le sera encore plus. Et donc là, il faut que l'État soit fort en posant des règles très fortes. Et on a commencé de le faire sur l'interdiction du montage. C'est même quelque chose dont l'Europe s'est saisie, avec l'IA Act, ou avec des vraies interdictions et même une obligation de présenter une image lorsqu'elle a été, ou un contenu lorsqu'elle n'a été faite que par IA, comme étant le produit de l'IA. Mais on peut en parler pendant des heures. Donc le dark IA, évidemment que c'est ça la très grande préoccupation. Donc, je ne sais pas, Bruno, vous voulez sans doute ajouter quelque chose, puisque vous avez promu... Non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. D'abord, ça existe déjà. 2, il faut savoir une chose, dans le domaine du numérique, l'information, c'est toujours la pointe avancée de ce qui va arriver. Dans le domaine en général, c'est-à-dire si vous regardez l'évolution. Et donc, aujourd'hui, dans certains continents, en Afrique, en Argentine, lors des élections qui ont amené Milei au pouvoir, ou dans d'autres endroits, on voit déjà l'IA à l'œuvre. Alors l'IA, elle était à l'œuvre avant avec les robots amplifiés sur les réseaux sociaux, un très grand nombre de désinformations, maintenant elle le produit. Et ce qui là peut-être va mettre, pas un point de désaccord, mais une nuance avec ce que vient de dire Basile Adder, c'est que d'une façon ou d'une autre, il est essentiel de réguler, mais le droit ne suffira jamais. Parce qu'aujourd'hui, une machine est éteinte, une autre machine s'ouvre. Et donc, encore une fois, sur les réseaux ou ailleurs, on a des milliers, des milliards potentiellement de messages, de désinformations qui sont produites. Une étude a été publiée la semaine dernière du New Literacy Report aux États-Unis qui montrait que toute personne entre 15 et 24 ans est soumise à un grand complot par semaine, totalement faux, générés par l'IA et auxquels, en général, ils accordent un taux de crédibilité entre 60 et 70%. Donc en réalité, et je suis évidemment d'accord avec toutes les mesures de l'IA Act, il faut même aller plus loin, mais on n'arrivera jamais, les Américains ont un mot pour dire ça, c'est weaponized, c'est-à-dire qu'on transforme l'IA en arme. Vous n'arriverez jamais à empêcher des puissances extérieures, n'importe quel individu, de weaponize des armes ou des outils qui sont disponibles pour tout le monde. Et donc ça ouvre aussi l'enjeu majeur de l'éducation au discernement pour faire en sorte qu'on sera tous, quelle que soit la force du droit et j'allais dire sa légitimité qui est grande et importante, et encore une fois je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire d'un point de vue de régulation, il faut, mais on sera tous soumis dans toutes les campagnes électorales à venir, d'une façon ou d'une autre, à des messages faux fabriqués et diffusés par de l'IA. Alors certains disent que c'est la mort du web. Vous avez aujourd'hui cette théorie de death of the web parce que justement, au bout d'un certain temps, 90-95% des contenus sur le web vont être eux-mêmes générés par des IA et amplifiés par des IA et lus par des IA. Je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout devin, je suis incapable de faire des prédictions. D'autres qui vous disent en tout cas, moi ce que je crois, c'est que la ressource elle est en nous, c'est-à-dire qu'on va devoir de plus en plus distinguer ce qui nous arrive. Et si vous voyez bien, ça sera la deuxième étape, parce que les réseaux sociaux nous ont proposé des choses déjà hors contexte. Et donc c'était à nous, d'une certaine façon, de reconstruire le contexte de ce qui nous était proposé. On ne sait pas le contexte d'un message sur les réseaux sociaux. Là maintenant, on ne va même plus avoir la certitude de la nature de ce qui se passe. Regardez, je ne vais pas ici mettre le feu, mais dans le conflit en ce moment qui a lieu en Israël et à Gaza, 7 octobre en Israël, à Gaza depuis, le nombre de vidéos auxquelles on est soumis, dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses.
pouvez avoir la régulation que vous voulez, quand ça vient d'une façon ou d'une autre, ou que c'est viralisé d'une façon ou d'une autre, vous n'êtes pas en mesure réellement de savoir si c'est vrai ou pas. Et donc, dans une société générale d'accélération, ce qui va nous être demandé, c'est de ralentir pour remettre notre cerveau au travail par rapport aux images qu'on reçoit. Et on revient sur la question de la confiance. Et voilà comment on termine en douceur, en ralentissant tranquillement vers 20h. Merci pour votre écoute. J'espère que pour celles et ceux qui découvraient le sujet, celui-ci n'aura pas été trop anxiogène. En tout cas, ça nous a donné un bon tour d'horizon et ça nous permet aussi d'être un peu une réponse à la question. C'est en étant conscient des enjeux qu'on a le pouvoir d'autant plus lutter. Et c'est, je crois, la mission et ce qui a été la mission de cette table ronde. Merci à tous. Je remercie les étudiants, les intervenants évidemment, Mathilde Adler, Quentin Auger, David Benguigui, Bruno Patino et Natacha Valla. Et je vous dis à bientôt.